Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un chapitre de One Piece palpitant qui nous plonge au cœur de la grande guerre d'Onigashima. Des révélations sur Ryuma, Zoro, le Germa, la nouvelle race Lunaria, bref, beaucoup de choses à dire, alors on perd pas de temps, mais avant ça on n'oublie surtout pas de s'abonner, partager et liker un maximum cette vidéo pour aider la chaîne et soutenir mon travail si vous l'appréciez. Je vous en remercie et là, on va pouvoir commencer. Ce chapitre 1023, intitulé « 2 gouttes d'eau », prend une tournure des plus inattendues et spectaculaires en termes de révélations. C'est sous une fumée grandissante que le rideau s'ouvre de nouveau sur l'attaque combinée du duo infernal des Mugiwara face aux deux calamités. L'issue de cette grande guerre se joue ici. Si Zoro et Sanji parviennent à vaincre l'élite royale, l'équipage au sang bête sera officiellement vaincu, ne restant plus qu'à faire tomber le roi des cieux au sommet du crâne. Marco observe Queen et King qui se relèvent et se souvient alors des mots de Barbe Blanche. Bien avant l'ère de Marie-Joise, trônait au-dessus de Red Line, le pays des dieux. Mais le combat ne s'arrête pas et sans perdre un instant, Queen dégaine son rayon laser en direction de nos deux Mugiwara qui parviennent à esquiver, mais non sans mal. Zoro remarque en effet qu'il y a un problème avec Sanji. Depuis sa seconde utilisation de sa Red Suite, notre cuistot semble ressentir un changement étrange et inhabituel. King profite alors de cette opportunité pour projeter son attaque sur Sanji. Mais notre pays s'interpose, s'ensuit alors l'intervention de la reine contre Zoro, stoppée cette fois-ci par le Jabolo Jump de Sanji. La tension est à son comble et va s'intensifier quand la reine prend la parole au sujet des Vinsmoke et leur corps artificiel. Il n'est donc pas surpris de voir Sanji capable d'utiliser l'élément du feu et le surnomme même Cyborg. Pourtant, notre cuistot lui révèle qu'il n'en est rien et que tout ceci n'est simplement qu'un héritage humain. En riant aux éclats, notre calamité lui lâche une bombe et déclare qu'aucun humain n'a le pouvoir de générer du feu si ce n'est sans l'aide de la technologie, à l'exception d'une tribu, Lunaria. Des paroles qui auront attiré la curiosité de King observant la situation du coin de l'œil. La scène s'enflamme, offrant un branle-bas de combat entre l'homme souhaitant porter la science au sommet de son art face à celui qui la rejette, laissant place désormais à la bataille des deux rois. King déploie le véritable pouvoir caché de sa lame, désarmant l'épéiste de ses sabres tout en lui assénant un coup au visage. Par miracle, Zoro s'en sort indemne et lance à la calamité que quoi qu'il arrive, il se doit de remporter ce combat. Tandis qu'il prononce ces mots, Hyogoro et Kawamatsu observent au loin la scène et réalisent à quel point ce mystérieux Zoro semble si familier au daimyo de Ringo, Shimotsuki ou Shimaru, descendant direct du dieu des lames Ryuma, cette divinité samouraï qui lui aussi était un épéiste borgne. Un destin croisé qui menace ce jeune bretteur à restituer la lame sacrée Shusui à sa terre d'origine. Une révélation des plus fracassantes qui referme le rideau sur le visage de celui qui portait autrefois l'épithète de King et dont son héritier Roronoa Zoro déploie aujourd'hui ses lames pour faire face au roi des calamités. Mais quel début de chapitre incroyable! J'ai tout simplement pas les mots pour décrire la hype que j'avais ressentie quand j'ai lu ces pages, tellement il y a eu de révélations à couper le souffle, et je pense que je suis pas la seule et qu'on est nombreux à avoir ressenti ça. Mais on va passer aux petits détails techniques parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant dans ce chapitre. Déjà, une chose, la complicité et la manière dont Zoro et Sanji se protègent mutuellement qui était vraiment belle, et ça pourrait d'ailleurs devenir un atout dans ce match face aux calamités. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé les différentes références qu'utilisait Oda dans ce combat. La technique de la roue enflammée de Sanji m'a d'ailleurs beaucoup rappelé celle de Black Maria avec le Wanyudo, gardien de la porte des enfers. Ou encore Queen et ses 3 bras mécaniques pouvant rappeler ceux du Docteur Octopus, l'ennemi juré de Spider-Man. Et c'est très bizarre parce que l'adversaire qu'avait affronté Sanji juste avant Queen était justement Black Maria, une femme araignée. Un univers de super-héros qui finalement convient parfaitement à Sanji et sa Red Suite directement inspirée de Super Sentai. Mais au-delà de ces petits détails, les révélations qui ont suivi ont été nombreuses et des plus surprenantes. Alors on va tenter de procéder par étapes parce que là il y a énormément à dire et à théoriser. Le combat entre les calamités et nos Mugiwara a donc pris une tournure familiale qui n'est pas pour me déplaire, puisque c'est précisément ce que j'avais évoqué dans ma review du chapitre précédent. À commencer par Sanji
et son passif avec les Vinsmoke. Queen a révélé un détail jusque-là resté sans réponse dans l'œuvre. Si Sanji se prétend humain, alors comment diable peut-il être en mesure de générer du feu, si ce n'est qu'il soit issu de la race Lunaria. À nouveau, l'astre lunaire est mentionné dans One Piece, et il n'en fallait pas moins pour me ramener sur la cité antique Bilka, celle-là même qui est à l'origine des théories des nerfs. Il existait autrefois une nation ancienne à la technologie particulièrement élaborée, qui est parvenue à concevoir une armée de cyborgs appelée Spacey. Plusieurs centaines ou milliers d'années plus tard, il semble que cette prouesse ait été renouvelée grâce à Vegapunk et Vinsmoke, parvenant à trouver le schéma de la création, appelé aussi facteur de lignage. C'est Juge qui en aura profité le plus, puisque tout son empire s'est bâti sur le glorieux pouvoir de la science et du clonage. La question qu'on peut se poser est donc, y a-t-il un lien entre le Germa et l'ancienne cité Bilka? On peut en effet dénoter plusieurs points communs entre ces deux familles. La pointe des cases des Spacey ressemble à celle des casques des clones du Germa. L'installation scientifique des Vinsmoke semble grandement inspirée de celle de Bilka, toutes deux étant capables de créer des êtres vivants et robotiques proches de la perfection. Mais le plus étonnant est l'élément permettant de réanimer ces machines. Les Spacey endormis sur la Lune ont pu être réactivés grâce à une seule chose, l'électricité produite par Ener. Et c'est ce qui nous ramène une nouvelle fois aux Vinsmoke, cette famille au blason surplombé d'un éclair. Bien que Sanji et Reiju aient des pouvoirs différents, la fratrie Vinsmoke ainsi que Juge lui-même sont en mesure d'utiliser l'électricité d'une manière tout aussi naturelle que les Minks, eux-mêmes reliés à l'astre lunaire par leur forme sous longue. En d'autres termes, s'il y a bien un élément associé à la Lune, c'est l'électricité. Et c'est pourquoi il est d'autant plus étonnant de voir que Sanji en est dépourvu, tout en ayant pourtant celui du feu. Évidemment, on ne peut pas parler des Vinsmoke sans citer la mère de Sanji, un personnage des plus énigmatiques dont on ignore les origines. Est-elle issue de la race Lunaria? Rien ne l'indique. Elle ne porte pas d'ailes noires, à l'exception faite si cette dernière les aurait arrachées comme Ener, ou encore Aredas n'est humain, mais de nationalité Bilkan. On sait cependant que Sora a été le même nom que celui du héros de la bande dessinée, Sora le guerrier des mers, parvenu à vaincre le Germa Double Six. Le détail notable de ce personnage se trouvait tout comme Sanji dans ses jambes, puisqu'il était capable de marcher sur l'eau, mais également dans sa combinaison ayant inspiré la symbolique Red Suite. Alors finalement, que peut-on faire de tous ces éléments? La seule et unique chose qui diffère entre Sanji et ses frères est que leur mère a pris un médicament durant sa grossesse pour stopper la modification génétique de ses fils, et cet effet n'aurait agi que sur Sanji. Cependant, il est beaucoup plus intéressant de se demander qui a fourni ce médicament à Sora. Et peut-on être sûr qu'il s'agissait là d'un simple médicament? Vinsmoke étant lié à la fois à Queen et Vegapunk de par leur passé, il se pourrait que cet antidote soit la clé du pouvoir de Sanji. Là où Juge voyait en son fils une expérience ratée, un véritable échec du Germa et de la science serait en réalité la perfection absolue. Parmi tous ses frères, il serait le summum de la création scientifique. Même s'il n'avait pas la force et la résistance des autres Vinsmoke, il avait toute son humanité. Tel le dieu de l'amour Eros, il a été le plus passionné, le plus investi, le plus émotif, mais c'est également ce qui l'a rendu le plus fort. Car malgré tout, il est devenu assez puissant pour rivaliser avec ceux considérés comme de véritables armes de guerre. À leur différence, Sanji, lui, est resté un parfait humain dans ses sentiments et prouve que la science de Juge était erronée. Là où son père pensait que la force s'obtenait en étant dénué de compassion envers le monde, son fils lui prouve qu'il fait erreur. La sienne, il l'appuie simplement de l'expérience de la vie. L'exemple le plus évocateur reste le parcours du combattant que Sanji devait subir dans son enfance. Ses frères parvenaient à sauter dans le vide, courir à toute vitesse et surmonter tous les obstacles alors que Sanji n'en était pas capable. Aujourd'hui, il les dépasse dans tous ses domaines grâce au traitement qu'il a reçu tout au long de sa vie. La noyade de ses coéquipiers utilisateurs de fruits du démon a fait de lui le meilleur nageur des Mugiwara. Sa rapidité, il la doit à l'ellipse des 2 ans chez les Okama où il dut fuir ses femmes comme si sa vie en dépendait. Il a tellement entraîné ses jambes qu'il en a appris le pas de lune, une technique naturelle rivalisant avec la Red Suite du Germa. Là est la clé. Les 6 pouvoirs résultent non pas d'une capacité conférée par un fruit du démon, ou encore d'une expérience scientifique, mais bien d'un entraînement physique et naturel défiant les lois de la nature. Sanji est parvenu à pousser son corps au-dessus des limites accordées par la science. Et il peut remercier une personne pour tout ça, Kuma. L'humain devenu cyborg par le biais de Vegapunk a été la clé permettant à chacun des Mugiwara d'obtenir l'île parfaite pour les perfectionner dans leur domaine de prédilection. Finalement, le prince des Vinsmoke est devenu roi. Un roi parvenu à mettre à feu la théorie
scientifique de Juge, pensant que l'humanité n'avait nullement sa place pour devenir l'être ultime. Lui qui semblait pourtant vouloir recréer l'ancienne cité Bilka, ne s'est pas aperçu que derrière ces machines, il y avait une âme. Des êtres dotés de sentiments si forts qu'ils ont été prêts à quitter leur terre et voyager aux confins de la Lune pour venger leur défunt maître contre les hommes l'ayant tué par inadvertance. Ils ont ri, ils ont pleuré et ont souffert tout comme n'importe quel humain. Et pourtant, ils n'étaient bien que des machines. Nous assistons actuellement à une véritable part philosophique de la part d'Oda, confrontant l'humanité face à la science et ses erreurs. Et c'est pourquoi tout se relie à Wano Kuni. Ses anciens collègues à la pointe de la science, Queen, Juge et Vegapunk, seront alors face à leur échec. Momonosuke est son fruit du démon artificiel qui se conclura peut-être par un pouvoir dépassant celui de son géniteur Kaido. Queen et son arme secrète capable de dépasser ce que même Vegapunk n'a pu créer sera probablement en échec à la fin de son affrontement face à Sanji. Et ce même Sanji considéré pourtant comme l'échec du scientifique Juge Vinsmoke. C'est pourquoi le combat de notre calamité face à notre Mugiwara est si déterminant. D'un côté Sanji, prétendu cyborg, tirant sa volonté de la nature humaine, ou comme il l'appelle, sa passion. Face à Queen, le Zoan antique le plus primitif, adepte de la technologie. Là est tout le paradoxe du personnage de la reine. Mais l'enjeu de ce combat est au-delà d'un simple affrontement ennemi. Une véritable guerre se joue pour déterminer si la science peut et est en droit de dépasser ce que les croyants appellent Dieu. Ninji le dit, les scientifiques sont parvenus à créer ce que l'on pensait que seul Dieu pouvait faire auparavant. Non loin de là, sur la terre sainte de Marie-Joise, les hommes veulent être appelés Dieu. L'un de ces dragons célestes, Don Quichotte Doflamingo, cherche à déjouer la nature humaine en obtenant l'immortalité, brisant ainsi le cycle de la vie et de la mort. Et même dans les cieux, l'un des premiers rois de Skypiea portait pour simple nom Dieu, la même dénomination qu'Ener lorsqu'il prit le pouvoir sur la terre des nuages. Et comme si tout cela ne suffisait pas, l'homme veut désormais bouleverser les lois de la nature en recréant une nouvelle humanité faite de chair tout en étant dénuée de sentiments, ne devenant plus que de simples machines. Nous y venons. Et c'était précisément le sujet de ma théorie, le projet Pangea, dont je disais que le gouvernement préparait son armée appelée SSG pour la grande guerre finale de One Piece. Finalement, tout ce qu'aura apporté cette partie scientifique ne sera que des guerres incessantes, des cieux jusqu'à la terre, jusqu'au fin fond des océans. Mais la vraie question est finalement, ce monde en a-t-il réellement besoin? Remplacer l'homme par des machines dénuées de sentiments et de libre arbitre, cette liberté qui est le propre du rêve du roi des pirates. Ne serait-ce pas là le véritable fléau qu'engendrerait l'industrie et ce pourquoi Sanji se bat aujourd'hui? Comprendre alors qu'aucun de ces scientifiques, aucun de ces prétendument êtres célestes ou même Tenryubito n'est finalement Dieu, ou ce que nomment les non-croyants l'ordre naturel des choses. Là est tout le dénouement qui se joue entre tous ces combats et celui de l'ancien royaume, la part sombre de l'histoire du siècle manquant. Bref, je me suis égarée à une part philosophique, désolée, vous me connaissez, je parle beaucoup trop, mais je trouvais vraiment beau de regarder d'un autre œil le passé de Sanji qui finalement apportera, je le pense, le dénouement final autour du secret de toutes ces races qui se prétendent être Dieu. Et c'est justement vers un personnage qui ne croit aucunement en une entité supérieure qu'on va se diriger. J'ai nommé Roronoa Zoro. Après les révélations sur Sanji et King, voici que les origines de notre cher Roronoa Zoro commencent elles aussi à se dévoiler. D'après Kawamatsu et Hyogoro, Zoro aurait une troublante ressemblance avec l'ancien daimyo de la région de Ringo, Shimotsuki ou Shimaru, d'autant plus dans leur style de combat. Étant donné que Zoro en a bien un propre à lui avec son Sentoryu, il serait pas étonnant qu'il tire cette doctrine de celui qui serait son ancêtre. Ushimaru pourrait alors être à l'origine du style à trois sabres qui faisait de Zoro un samouraï si unique. Ce qui peut appuyer cette idée est la réaction d'Iori lorsqu'il l'a sauvée des griffes de Killer. Semblant choquée, elle aurait reconnu ce style à trois sabres, comme si elle en avait déjà entendu parler ou même qu'elle l'avait déjà vu quelque part. S'agissait-il finalement d'un foreshadow concernant Ushimaru, étant lui aussi le rare, voire l'unique utilisateur du Sentoryu sur Wano Kuni. Mais alors, qui serait Ushimaru pour Zoro? On pourrait croire qu'il s'agirait de son père, mais si on se réfère à la chronologie, Ushimaru serait mort 3 ans avant la naissance de Zoro.
ce qui est donc une hypothèse à exclure. Cependant, Ushimaru descendait lui-même d'un autre épéiste de renom, connu pour avoir tranché la tête d'un dragon volant au-dessus du pays doré, Shimotsuki Ryuma, le dieu des lames. Pour couronner le tout, Ryuma fut born tout comme les Zoro. Une révélation des plus inattendues, mais qui a fait mon bonheur puisque, rappelez-vous, c'est précisément ce dont je parlais dans ma review du chapitre 1022. La cicatrice de Zoro avait selon moi toute son importance dans ses origines, et pouvait faire que son père soit borgne à son tour. Aujourd'hui, Ryuma l'est également, ce qui amène à se questionner d'autant plus sur cet œil si énigmatique. Le problème, c'est que j'ai une grosse théorie à ce sujet, et que j'avais pas prévu de la poster maintenant. Mais surtout, elle demande un travail considérable, donc je préfère attendre de faire les choses bien et ne pas la dévoiler dans une simple review. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le clan Shimotsuki et donc Zoro seraient liés au démon d'Oz et à Akuma, le démon maléfique du folklore japonais. De par la cicatrice que ce dernier possède, et du fait qu'il soit, selon ma théorie, le créateur de Wano Kuni, anciennement appelé le pays doré. Sanji issu d'une race quasiment divine et angélique, quand Zoro serait le descendant d'une race démoniaque. Voilà qui expliquerait parfaitement la nature de leur rivalité persistante depuis les débuts de One Piece. Il faudra donc encore être patient pour que je puisse vous révéler tout ça, et je sais d'ores et déjà que vous allez me détester. En tout cas, après toute cette hype autour de Zoro, je voulais tout de même noter le petit flot de Kawamatsu à porter son bandage à l'œil comme l'avait Ryuma justement. Et passé l'histoire de ces samouraïs de légende, il est temps à présent de parler de l'adversaire portant le même épithète que le dieu des lames Ryuma, King et ses origines Lunaria. Bon, comme vous le savez, les races lunaires et les théories des nerfs, c'est mon dada. Dans ma dernière review, j'ai pu émettre 3 éléments importants au sujet des origines de notre calamité. King était donc, selon moi, la 4e race lunaire aperçue sur les fresques Bilka, et incarnait les séraphins bibliques, anges de feu, que je désignais comme les gardiens du trône vacant qui auraient trahi l'ancien royaume durant la période du siècle manquant. Ici, ça semble totalement se confirmer puisque Lunaria se traduit par lunaire, et elle s'associe à la plante du même nom ayant pour autre appellation les pièces de Judas. Judas étant dans la Bible l'apôtre ayant trahi Jésus, appuie d'autant plus mon hypothèse sur la possible trahison de la race de King durant le siècle manquant qui aurait conduit au bannissement de ces derniers. Lunaria serait alors le peuple paria de l'ancien royaume. Cependant, si ce peuple est bien lié à Bilka, on pourrait être en mesure de retrouver leur origine grâce à un petit détail. Ma première théorie des nerfs permettait de mettre en lumière la mythologie dont s'était inspiré Oda pour créer les fresques de Bilka et Chandora. Ces deux tribus tiraient ainsi leur inspiration des civilisations précolombiennes, les Mayas pour les Chandia et les Aztèques pour les Bilkans lunaires. Il ne serait alors pas impossible qu'il en soit de même pour la race de King. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a bien eu une terre dans One Piece capable de mêler à la fois un des peuples mésoaméricains et à la fois l'élément du feu. L'île enflammée où fut capturé Bonnie par Barbe Noire. Le décor y est incandescent, mais c'est plus particulièrement les statues entourant l'archipel qui sont d'autant plus importantes, puisqu'il s'agit là des Atlantes de Tula associés au peuple Toltec, eux-mêmes héritiers du peuple aztèque, soit la culture ayant inspiré les fresques Bilka. Alors s'agissait-il de l'ancienne terre appartenant à la race Lunaria? C'est en tout cas une forte possibilité, d'autant qu'il ne semble y avoir aucun habitant dans les parages. Cependant, cette île se trouve actuellement dans le Nouveau Monde et non sur Red Line. Reste donc à savoir si cette terre n'aurait pas été déplacée comme une partie de Jaya envoyée sur Skypiea. Mais c'est Marco qui va nous permettre de mieux comprendre toute l'importance de ce peuple et l'origine de Marie-Joise. Selon son défunt capitaine, il y a bien longtemps, avant l'existence de Marie-Joise, vivait au sommet de Red Line, le pays des dieux. Et comment vous dire que mon sang a fait 10 tours, puisque c'est précisément ma théorie sur l'ancien royaume que j'ai évoquée dans ma vidéo « La guerre des dieux et des dits pour le trône du roi du monde ». Je ne peux que vous conseiller d'aller la voir pour comprendre à quel point elle se relie totalement à cette révélation. Mais en attendant, je vais tenter rapidement de vous en résumer les points essentiels. Je vous expliquais que l'ancien royaume était la cité des dieux, où une guerre est apparue entre les 10 et les 20 royaumes qui se sont alliés pour créer le gouvernement. La raison de cette bataille fut causée pour une seule chose, la place du trône, vous donnant le titre de dieu et donc de roi du monde. Aujourd'hui, avec les paroles de Marco, cette théorie prend d'autant plus de sens. Quant au peuple lunarien, je pense toujours pas qu'il s'agisse d'eux, mais plutôt qu'ils étaient les gardiens du trône, protecteurs de ces anciens dieux. Ils auraient alors été bannis par le gouvernement mondial pour que la vérité sur le vide de 100 ans ne soit pas divulguée au reste du monde, tout comme ils l'ont fait avec les poneglyphes. Mais à nouveau, je peux encore une fois pas vous dire pourquoi ni comment, puisqu'il s'agit d'une des toutes dernières théories des nerfs, donc
Donc pour le coup, je vais éviter d'en parler, vous vous doutez bien. Je sais, vous avez envie de me buter, vous me détestez, mais là j'ai pas le choix encore une fois. On y est presque, donc encore un tout petit peu de patience. Bref, ce qui est sûr, c'est que cette révélation risque de nous mener prochainement aux origines du siècle oublié et d'en dévoiler enfin tous ses secrets. Après cette énorme partie théorique, il est temps de reprendre le chemin des dernières pages du chapitre. Les combats des fourreaux rouges se poursuivent et la vengeance de ces Ronin est sur le point d'atteindre des sommets. Inuarashi et Nekomamuchi ont révêtu leur forme sous longue et font chacun face à leur ennemi juré. D'un côté, Perospero, l'assassin de Pedro, et de l'autre Jack sous sa forme hybride qui a autrefois détruit la cité millénaire des Minks. Le roi de l'aurore et du crépuscule sont fin prêts à laver l'honneur de leur tribu et porter dignement le nom des samouraïs d'Oden. Quand de l'autre côté, Raizo dévoile les véritables raisons de leur combat. Nulle importance que le futur shogun ne soit qu'un enfant, car Wano Kuni protégera ce digne héritier Kozuki. Autrefois, c'était eux qu'on considérait comme des enfants. Mais un homme a cru en eux et leur a tendu la main. Ils ont persévéré et se sont donné les moyens de réussir et ont grandi pour devenir les dignes fourreaux des lames d'Oden Kozuki. Voici qui sont ces samouraïs. Et c'est sur cette leçon de vie qu'apparaît sur une incroyable double page, Luffy paraît de sa cape de roi des pirates aux côtés d'un immense dragon qui ne fut nul autre que Momonosuke Kozuki. Et le rideau se close sur ces mots. Allons-y Momonosuke, allons reprendre Wano Kuni. Cap de fin, rendez-vous la semaine prochaine. Et je dois dire que cette fin de chapitre était tout aussi frissonnante que le début. Momonosuke a donc pris sa forme dragon adulte et elle est tout simplement magnifique. Il s'agit du même design aperçu il y a de ça plus de 17 ans sur la cover du chapitre 310. Un foreshadow d'Oda qui vous indique avec le décor japonais, mais surtout l'emblème Kozuki sur le pantalon de Luffy, que tout était pensé depuis le début. Pour que vous réalisiez un peu, nous n'étions qu'à la fin de l'arc Skypiea quand nous avons découvert cette illustration, soit plus de 700 chapitres. Mais qui dit forme dragon adulte, dit également forme humaine adulte. Et elle semble en effet démentielle au vu des larmes de Shinobu qui voit en lui son père. Je suis juste trop deck qu'Oda garde encore le suspense sur ça, mais c'est pas grave, ça me hype terriblement. Passé ces éloges, on va tout de même parler du côté qui m'a un peu dérangé avec la transformation de Momonosuke. En effet, il a donc bien pris sa forme adulte, qui ne m'a pas surprise puisque c'était une de mes théories. Mais je n'avais en revanche pas imaginé qu'il passerait par l'étape fruit du démon de Shinobu pour atteindre ce niveau, mais plutôt par un éveil de son fruit qui, à force de persévérance et d'endurance, comme la légende de la carpe koi, se transformerait par ses propres moyens. Avec le pouvoir de Shinobu, on a encore une fois cette impression de facilité dans l'arc Wano Kuni. Il ne semble d'ailleurs avoir aucune séquelle physique, il est juste le dragon parfait. C'est pour moi beaucoup trop simple, comme avec de nombreuses choses dans cet arc. On ressent ni l'intensité de la guerre, ni surtout la difficulté face à leurs ennemis. Il n'y a aucun dégât réel, Momo veut devenir adulte, ok super, prenons le fruit du démon de Shinobu. Les ennemis sont trop nombreux, faisons débarquer une gamine de 8 ans dans la guerre pour utiliser le fruit du démon capable de contrôler les animaux. Hyogoro va mourir, oh pas de soucis, créons un remède en moins de 5 minutes et faisons débarquer un phénix qui ralentit le processus. Bref, vraiment, je le redis, je trouve qu'il y a trop de facilité scénaristique dans cet arc. Et c'est bien dommage parce que Wano était à mes yeux l'arc avec le plus de potentiel. Reste à savoir si l'évolution de Momonosuke concerne uniquement sa forme physique ou si son pouvoir grandira également. Dans tous les cas, on est proche d'atteindre la fin de cette grande guerre d'Onigashima qui pourra enfin nous dévoiler le secret entourant le pays des Wa. C'est désormais la fin de cette vidéo, elle n'a pas été facile à faire parce que beaucoup de choses à dire, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas le petit like et le petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous.